Je vais aller très vite. L'information est disponible partout. Je vais simplement donc vous rappeler les grandes lignes de ce que c'est. Alors, est-ce que c'est une monnaie? Qu'est-ce qu'une monnaie? En économie, il y a une définition communément acceptée de la monnaie. C'est un moyen d'échange universellement accepté, un intermédiaire d'échange communément utilisé. C'est ça la monnaie. Donc, Bitcoin n'est pas une monnaie. Bitcoin n'est pas une monnaie, puisqu'il n'est pas un intermédiaire d'échange universellement accepté. Qu'est-ce qu'il est? Avant d'être une monnaie éventuelle ou potentielle, il est un dispositif informatique qui permet quelque chose de très spécifique, du stockage et du transfert de valeur, sans tiers de confiance, de manière incensurable, de manière programmable, de manière rapide, respectant relativement la vie privée, et pour des frais relativement faibles. Les mots importants sont sans tiers de confiance et de manière incensurable. Sans tiers de confiance, ça veut dire sans personne qui peut, au milieu, décider d'interrompre le transfert de valeur sur Internet pour quelque raison que ce soit. Dans tous les autres systèmes financiers, les systèmes de paiement traditionnels, c'est rempli de tiers de confiance qui ont en fait un pouvoir discrétionnaire qui peuvent interrompre le transfert de valeur. Donc dans le cas de Bitcoin, on appelle ça les transactions, les transferts de valeur. C'est en fait des paiements. Et là, voilà, on n'a pas de tiers de confiance et donc on réalise la prouesse incroyable de faire du cash numérique. Comme une pièce physique, sauf que c'est sur Internet. L'inventeur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a résolu un problème qui était devenu en fait insurmontable. Comment éviter la double dépense quand on fait des paiements sur Internet sans tiers de confiance? Il a réussi, c'est une prouesse technologique absolument historique. Il a inventé le premier objet numérique non duplicable de l'histoire de l'informatique. Et si on considère que Bitcoin est ou pourrait devenir une monnaie, à ce moment-là, on se retrouve avec un système qui est à la fois un système de paiement et un système monétaire, les deux étant imbriqués et indissociables, alors que dans l'économie habituelle, les deux sont séparés. Le système de paiement, c'est Visa, Mastercard, etc. Et le système monétaire, c'est l'euro et le dollar. Et là, on a les deux qui sont intégrés, indissociables pour la première fois. C'est une des raisons pour lesquelles c'est très difficile à comprendre. C'est parce que c'est totalement nouveau par rapport à ce dont on a l'habitude. En fait, on a une sorte de monnaie en devenir dont le sous-jacent est un système de paiement, dont le sous-jacent est un dispositif informatique qui assure un service de paiement spécifique, celui que j'ai décrit au début. Tout ça étant organisé avec un protocole open source, là aussi c'est relativement nouveau pour les gens qui ne sont pas des experts de l'informatique. On est plutôt habitué aux solutions qui ont une propriété intellectuelle, Microsoft, etc. Et là, on a un logiciel qui est libre de droit, que tout le monde peut modifier s'il le veut. Chacun peut proposer des modifications. Et la question n'est pas est-ce que moi je vais proposer une modification, mais est-ce que j'ai une chance de la faire accepter par l'ensemble des utilisateurs. Alors ensuite, quelques aspects techniques. La priorité absolue du système Bitcoin, c'est la sécurité. C'est pas le fun, la sophistication, la programmabilité, la modernité, le marketing, etc. C'est la sécurité. Et donc, le créateur de Bitcoin a fait des choix très radicaux. Il a en fait inversé des choses auxquelles on était habitué. Par exemple, les transactions sont publiques, ce sont des messages publics. Et le registre comptable, qu'on appelle la blockchain, est public aussi. Tout est public. Il n'y a pas forcément l'identité des acteurs. C'est permissionless dans le sens où chacun peut entrer ou sortir de ce dispositif sans permission. Y entrer pour être un acheteur, un utilisateur, un validateur, un mineur ou un contributeur au code. Sans permission. Chacun peut en sortir sans permission aussi, sans que ça ne déstabilise le dispositif. Ce registre, la blockchain, il est décentralisé dans le sens où il n'y a pas d'autorité centrale pour le gérer, pour le tenir. Il est distribué, il est dupliqué sur des milliers d'ordinateurs dans le monde, une des raisons pour lesquelles il est très difficile à hacker. Il est beaucoup plus difficile de pirater un registre qui est dupliqué sur des milliers d'ordinateurs que quand il est géré par une autorité centrale. Et puis, il y a le minage, ce fameux exercice qui déclenche tellement de polémiques, qui est si difficile à comprendre. Donc, parmi les acteurs qui sont des nœuds, qui détiennent la blockchain et le logiciel, il y en a qui, en plus d'enregistrer les transactions
au fur et à mesure. Il y en a qui contribuent à sécuriser le dispositif en consentant une dépense financière, une dépense énergétique, en faisant des calculs cryptographiques intenses, massifs, pour être les premiers à résoudre une équation cryptographique. Et ça, donc c'est ce qu'on appelle un algorithme de consensus. C'est la méthode que l'inventeur du Bitcoin a choisie pour assurer la sécurisation de la blockchain. Et cet algorithme de consensus, donc, sa méthode, c'est la preuve de travail. Sachant qu'il y a d'autres cryptos qui ont fait d'autres choix. On en parlera tout à l'heure, notamment la preuve d'enjeu. Ces mineurs, ils sont rémunérés pour cet effort qu'ils font, puisqu'en fait, ils engagent pas seulement leur crédibilité et leurs promesses, mais ils engagent leurs ressources financières sur ce qu'ils estiment être des transactions valides. Et ils le font en dépensant donc de l'argent. Et ils sont rémunérés pour ça, ce qui leur fournit une incitation pour le faire. Ils sont rémunérés de deux manières. D'abord par des frais de transaction qui sont payés par les gens qui envoient des paiements et par une récompense automatique. Toutes les 10 minutes, il y a un certain nombre de bitcoins créés, c'est prévu par le protocole, qui vont dans la poche du mineur qui a gagné la compétition pour être le premier à résoudre l'équation cryptographique des 10 dernières minutes, sur le bloc rassemblant toutes les transactions des 10 dernières minutes. Et on reviendra dessus après, notamment sur la question de l'énergie, bien sûr, puisque évidemment ça dépense énormément d'énergie. Cette puissance de calcul qui est en fait mise à disposition par les mineurs, on peut la quantifier. Elle augmente énormément dans le temps et elle atteint des niveaux absolument inouïs, inégalés sur Terre. Personne d'autre, les États-Unis, l'armée américaine, les GAFA, la Chine, qui vous voulez, personne d'autre n'a la même puissance de calcul que l'ensemble des mineurs du réseau Bitcoin. On compte ça en exahash par seconde, c'est-à-dire en milliards de milliards d'opérations cryptographiques, un hash, du hachage, réalisées par seconde par les mineurs. On en est à peu près 230 en ce moment. Alors, où en est l'adoption? D'abord, évidemment, c'est normal que ça prenne du temps à comprendre. C'est très complexe, très nouveau, très difficile à comprendre. Il y a un retard de compréhension dans nos pays occidentaux parce que, finalement, on peut se demander si on a vraiment besoin de ça. Nos cartes bancaires fonctionnent, on achète nos choses sur Amazon, c'est facile. En revanche, la compréhension va beaucoup plus vite dans les pays en développement. Parce que là, ils sont confrontés à la bureaucratie, à l'inflation, à l'autoritarisme, à l'incompétence des banques, au manque de bancarisation. Et donc, ils n'ont pas besoin d'avoir fait un doctorat au pôle Léonard de Vinci pour comprendre. Ils s'y mettent tout de suite. En Afrique, au Nigeria, au Salvador, en Turquie, en Argentine, au Vietnam, ça va très très vite. Beaucoup plus vite que chez nous. Est-ce que Bitcoin fonctionne avec la technologie blockchain ? Moi, je suis de plus en plus sceptique sur cette expression technologie blockchain. Pour moi, elle ne veut pas dire grand-chose. On ne peut pas la définir de manière précise. C'est un mot fourre-tout qui connaîtra probablement le même destin que l'expression que vous n'avez pas connue, mais que j'ai connue quand j'étais étudiant, autoroute de l'information, qu'on utilisait au milieu des années 90 pour décrire le web. Expression qui a complètement disparu. En fait, Bitcoin n'est pas vraiment une technologie, c'est un dispositif technico-humain. C'est-à-dire qu'il y a de la technologie, mais il y a des choix d'acteurs. Il y a dans le fonctionnement même du système, il y a des décisions humaines qui doivent être prises au fur et à mesure. Pas seulement pour créer ce dispositif, pas forcément pour l'allumer ou le déclencher, et pas forcément non plus seulement pour l'utiliser, mais aussi pour le faire fonctionner. C'est un dispositif technico-humain. Et les choix d'acteurs, ce sont les choix des gens qui veulent être des nœuds de validation, qui veulent miner. Est-ce qu'ils veulent être mineurs ou pas? Quand est-ce qu'ils minent? Et puis le choix des développeurs qui contribuent au code. Alors évidemment, le Bitcoin subit un torrent de critiques. Il est extrêmement attaqué de toutes parts. Je pense que la plupart de ces critiques sont infondées, exagérées, mal renseignées, ou alors elles prennent pour des inconvénients structurels des choses qui sont en fait des inconvénients temporaires. Et on reviendra dessus après. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet sur les deux questions du jour. Inflation et crise énergétique. Alors d'abord, l'inflation, il faut préciser de quoi on... Enfin, je pense qu'on peut distinguer trois questions sur le sujet de l'inflation.
3 aspects. D'abord, quel est le régime d'émission du Bitcoin? Est-ce qu'il est inflationniste ou pas? Est-ce qu'il y a de l'inflation dans Bitcoin? Et là, la réponse est que c'est un régime qui est désinflationniste. Donc je vais détailler après, là je résume simplement. Deuxième aspect, est-ce que Bitcoin protège contre l'inflation fiat? Fiat, c'est donc les monnaies officielles, les monnaies étatiques. Ça vient du latin fiat, qu'il en soit ainsi. C'est parce que la puissance publique décrète qu'une chose doit être utilisée comme monnaie. Et la réponse est oui, mais pas à court terme. Et on verra pourquoi. Et puis enfin, si on imagine que Bitcoin se répand dans le monde entier et qu'il devient une monnaie presque mondiale ou largement utilisée par tout le monde, quel genre d'économie, quel genre de fonctionnement économique va-t-on avoir? Peut-on imaginer? Est-ce que ce sera une économie avec de l'inflation ou sans inflation ou... Voilà. Pour moi, c'est un peu ça les 3 aspects. Et alors, sur ce troisième sujet, eh bien, Bitcoin créerait une économie déflationniste. Et on va voir pourquoi, est-ce que c'est bien ou pas, qu'est-ce que ça veut dire, et voilà. Donc, sur le premier aspect, le régime d'émission de Bitcoin, normalement, vous le connaissez tous maintenant, il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Il y en a un certain nombre émis toutes les 10 minutes. Et ce nombre émis toutes les 10 minutes est divisé par 2 tous les 4 ans. Plus précisément, tous les 210 000 blocs. Et ça, l'inventeur du Bitcoin a imaginé ça, en fait, pour que ça ressemble à un métal précieux. C'est-à-dire, il y en a de moins en moins accessible facilement. Quand on cherche de l'or sur Terre, en fait, forcément, on en trouve de moins en moins. Et pour en trouver une certaine quantité, il faut dépenser de plus en plus de ressources. Donc, s'il est désinflationniste, c'est parce que, en fait, vous avez en bleu la courbe du nombre de bitcoins cumulés émis, et puis en rouge, le taux d'inflation, qui diminue avec le temps. Le nombre de bitcoins émis, il augmente avec le temps. Donc, le régime est inflationniste. Mais le rythme d'augmentation diminue avec le temps. Donc, il est désinflationniste. Donc, quand on vous dit que le bitcoin est déflationniste, en fait, il faut vérifier ce qu'entend celui qui utilise cette expression. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce régime d'émission? Donc il ressemble à celui d'un métal précieux, et il y a un dispositif absolument clé, qui est extrêmement ingénieux, que la plupart des journalistes ou des politiciens ou des banquiers qui critiquent Bitcoin ne connaissent pas, alors que c'est un dispositif vraiment important, qui vise à prévenir une inflation excessive dans le dispositif Bitcoin. Supposons que vous deveniez mineur et que, par un moyen magique, vous obteniez une énorme puissance de calcul. Et bien, vous allez valider des blocs plus vite que la moyenne. Et au lieu d'inscrire un bloc toutes les 10 minutes, vous allez en proposer plus vite. Et donc, potentiellement, ça va augmenter le taux d'inflation du Bitcoin. Ça va créer une inflation qui est non voulue. Et donc l'inventeur du Bitcoin, pour empêcher cet aspect, il a prévu que toutes les 2 semaines, le niveau de difficulté de l'équation cryptographique que les mineurs doivent résoudre est adapté, il s'adapte automatiquement à la puissance de calcul disponible sur l'ensemble du réseau du minage. Donc quand la puissance de calcul augmente, eh bien, le niveau de la difficulté augmente. Ce qui fait que, en gros, des mineurs plus puissants ne peuvent pas se mettre à créer plus de Bitcoin que ce qui est prévu. Ça veut dire que le rythme de l'inflation du Bitcoin est très maîtrisé. Il est garanti par ce dispositif. Et alors, ce dispositif crée quelque chose de tout à fait fascinant aussi, qui est qu'à ma connaissance, le Bitcoin est la seule monnaie ou quasi-monnaie ou monnaie potentielle dont une augmentation de la demande ne peut pas entraîner une augmentation de la production. Toutes les autres monnaies dans l'histoire de l'humanité que vous regardez, en fait, s'il y a une augmentation de la demande, eh ben ça crée une pression pour que les gens créent plus de cette monnaie, soit en extraient plus si c'est du métal précieux, soit aillent en chercher plus dans l'île d'à côté si c'est des coquillages, ou font tourner la planche à billets si ce sont des monnaies étatiques contemporaines. Et ce n'est pas possible avec Bitcoin. Bitcoin, si la demande augmente, le prix augmente. Et qu'est-ce que ça fait si le prix augmente? Eh bien, en fait, ça attire de nouveaux mineurs qui vont être attirés par les perspectives de profit, qui vont miner plus. Et donc, ça va augmenter la puissance de calcul globale du minage.
Et donc, ça va augmenter le niveau de sécurité du réseau Bitcoin. Mais ça ne va pas augmenter la production grâce à ce dispositif qui empêche une augmentation du minage de créer une inflation non désirée sur Bitcoin. Alors, donc, on a une rareté, puisque la division par 2 tous les 4 ans aboutit à une asymptote à 21 millions vers 2140. Cette rareté, elle est très frappante. La stabilité de ce régime d'émission, elle est garantie, on la connaît, on peut prévoir de manière très précise combien de Bitcoin il y aura à tel moment dans 10 ans. Et tout ça est prévisible et c'est garanti par le protocole open source. Alors évidemment, on peut se dire, mais si on changeait le protocole, est-ce que ça ne perturberait pas toute cette belle mécanique? En fait, oui, on sait que c'est possible, mais la probabilité pour que ça soit modifié est proche de 0. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'une majorité écrasante des gens qui détiennent le logiciel, qui l'utilisent, acceptent d'updater le logiciel avec une nouvelle version modifiant ses paramètres. Et en fait, cette modification des paramètres détruirait un des socles absolus de la confiance sur laquelle est construite Bitcoin. Donc, la valeur du Bitcoin s'effondrerait. Et donc, personne n'a intérêt à ça. Et donc, la communauté des utilisateurs n'acceptera jamais de modifier un de ces paramètres clés. Donc, la probabilité pour que ça soit modifié est proche de 0. Et on peut dire qu'elle est même nulle, en fait. Et ça, c'est quelque chose de pas évident à comprendre. Moi ça m'a pris beaucoup de temps à le comprendre. Et donc, je comprends que beaucoup de gens soient encore sceptiques là-dessus quand ils découvrent ce sujet. Et puis, il y a une auditabilité de ce dispositif qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres cryptos. On peut vérifier à chaque instant combien de bitcoins ont été émis à l'unité près. Et récemment, il y a un spécialiste, Pierre Rochard, qui a déclenché une polémique parce qu'il a essayé de faire la même chose sur Ethereum. En fait, ça a créé un débat technique monstre. Sur Ethereum, c'est bien plus complexe. Donc cette auditabilité fait partie des caractéristiques qui inspirent confiance au système Bitcoin. Et puis enfin, ce dispositif de minage, il fait que cet objet qui est le Bitcoin, il est coûteux à produire. Or, dans l'histoire de l'humanité, le coût de production important, c'est un des paramètres clés pour que les choses puissent être durablement utilisées comme des monnaies. Pour qu'une chose soit utilisée comme une monnaie, il faut soit que l'État l'impose par la loi, ce qui est le cas aujourd'hui, soit, et ça a été le cas pendant des millénaires, que les objets en question, coquillages, feuilles de tabac, grains de maïs, etc., respectent certaines caractéristiques objectives pour pouvoir servir d'intermédiaire d'échange. Il fallait que ça soit homogène, divisible, transportable, résistant aux intempéries, et fongible et coûteux à produire. Et donc, on reviendra dessus après, mais c'est sans doute un élément important à garder en tête si on réfléchit sur le fait que Bitcoin puisse devenir éventuellement une monnaie plus tard. Donc, en quoi le Bitcoin protège-t-il contre l'inflation fiat, l'inflation des monnaies étatiques? D'abord, quand on parle d'inflation, il faut préciser si on parle d'inflation de la masse monétaire ou de l'inflation des prix. En fait, pendant longtemps, le terme d'inflation désignait l'augmentation excessive de la masse monétaire, la quantité de monnaie en circulation, qui engendre inéluctablement une hausse des prix. Mais une hausse des prix généralisée et durable ne vient pas forcément que d'une augmentation de la masse monétaire. Et donc, progressivement, il y a eu un glissement sémantique et maintenant, on utilise le terme inflation pour désigner l'augmentation des prix. Mais on peut avoir les inconvénients de ce qu'on appelle l'inflation monétaire, même s'il n'y a pas encore d'inflation du niveau général des prix. Aujourd'hui, il y a une augmentation des prix partout, évidemment, vous êtes au courant. Mais en fait, pendant toute la période qui a précédé depuis une dizaine d'années, on a eu une très forte augmentation de la masse monétaire qui a eu deux effets. D'abord, des bulles sur les actifs, donc actions, immobilier, eux, leurs prix ont explosé. Et pourtant, ça n'était pas forcément pris en compte dans l'indice des prix à la consommation, qui sert pour calculer ce qu'on appelle l'inflation. Et deuxièmement, cette augmentation de la masse monétaire a empêché quelque chose qui aurait pu ou qui aurait dû se réaliser, qui est que grâce à la mondialisation et grâce au progrès technique, on aurait pu ou on aurait dû avoir une baisse des prix, normalement, au profit de chacun, au profit des consommateurs.
et on ne l'a pas eu. Donc pour résumer, même si pendant 20 ans, on n'a pas eu d'augmentation du niveau général des prix, la hausse de la masse monétaire a engendré quelque chose de problématique. Alors, je reviens au Bitcoin. La lutte contre l'inflation, en fait, c'est un des objectifs principaux de l'inventeur du Bitcoin. Il l'a dit, il a écrit, on a toutes ces déclarations. Il a dit, en gros, bon, les banques centrales, il faut leur faire confiance pour ne pas déprécier les monnaies, mais l'histoire des monnaies fiat est remplie d'infractions à cette confiance qu'on leur donne. Et l'inflation, notamment l'inflation monétaire, c'est fondamentalement une dépréciation de la monnaie. Pas une dépréciation d'une certaine monnaie par rapport aux autres monnaies, mais une dépréciation de la monnaie par rapport aux biens et services de l'économie réelle. C'est ça l'inflation monétaire. Et ce que Nakamoto, mieux que beaucoup d'économistes professionnels contemporains, a vu, c'est que les monnaies fiat, les monnaies étatiques, sont plus inflationnistes, plus facilement inflationnistes. Elles peuvent aboutir à des créations excessives et que ça pose beaucoup de problèmes. Et donc, c'était un de ses objectifs d'inventer une monnaie qui échappe à ça. Donc, une des questions qui reviennent souvent, c'est aujourd'hui, l'inflation repart et le Bitcoin s'effondre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On nous dit que le Bitcoin est censé nous protéger de l'inflation. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas de corrélation automatique à court terme du prix du Bitcoin et du niveau de l'inflation. Parce que le Bitcoin est très volatile, son adoption se fait par des phases de spéculation, de frénésie spéculative, d'engouement médiatique, et puis de retournement de la confiance, et puis de chutes qui sont accélérées par le leverage sur les marchés, par l'anxiété véhiculée par les médias, et voilà. Or, là, avant l'effondrement du prix, on avait eu donc une phase de bulle sur Bitcoin, avant que l'inflation redémarre. Et maintenant que l'inflation redémarre, en fait, on a l'impression que Bitcoin ne joue plus son rôle de réserve de valeur. Mais donc, à court terme, ça n'a pas grand sens. Ce qui compte, c'est plutôt à moyen et long terme. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que à moyen et long terme, le Bitcoin s'apprécie. Il sert de réserve de valeur. Et cette volatilité qui est problématique, on peut imaginer qu'elle va diminuer avec le temps. Elle s'explique par ces phases de frénésie dont j'ai parlé aussi, mais aussi par le fait que la masse monétaire du Bitcoin est toute petite par rapport aux marchés financiers mondiaux. Donc, le prix du Bitcoin est mécaniquement très vulnérable à des chocs de demande, d'où qu'ils viennent, que ce soit une rumeur véhiculée par Elon Musk, une coalition de gros acheteurs, donc des chocs de demande positifs ou négatifs, peuvent avoir un gros impact sur Bitcoin parce que Bitcoin est petit en masse monétaire. Mais son adoption se poursuit malgré cet inconvénient. Donc si son adoption continue progressivement, il va occuper une part croissante des marchés financiers mondiaux, de l'économie mondiale, donc il deviendra moins vulnérable à des chocs de demande externes, positifs ou négatifs. Donc il sera moins volatile. Donc je pense que c'est un inconvénient qui est transitoire et pas un inconvénient structurel. Aujourd'hui, donc, il sert de réserve de valeur pour beaucoup de gens. En fait, la plupart des gens l'utilisent soit comme réserve de valeur, comme s'ils achetaient un lingot d'or ou des pièces d'or, ou pour faire du trading. Mais ils l'utilisent assez peu comme intermédiaire d'échange parce que ce n'est pas le moment. Il y a très peu de commerces qui l'acceptent, et puis il vaut mieux le stocker en espérant pouvoir acheter beaucoup plus tard, si on estime qu'il va continuer à se développer. Alors, ensuite, pour le reste, je vais devoir aller très vite. Et je ne vais pas pouvoir démontrer mes affirmations, je vais simplement énoncer des conclusions. Et en plus, ce sont des conclusions très peu consensuelles, qui reposent sur un courant d'analyse qu'on appelle l'école autrichienne, qui est très peu connue en France. Et donc tout ce que je veux dire est très contestable et très contesté. Et donc simplement, si vous voulez plus de détails sur ces théories, je vous conseille de lire les grands penseurs autrichiens, Mises, Hayek, Hernando de Soto, Huerta de Soto, Guido Hülsmann, Rothbard, Salerno, etc. D'abord, et là je vais devoir aller très très vite, en fait, quel type d'économie engendrerait Bitcoin s'il était adopté au niveau mondial?
Ce qui est certain, c'est que ce serait une économie très différente de l'économie fiat actuelle, puisque l'économie contemporaine, qu'on appelle probablement à tort le capitalisme, en fait est surdéterminée par le fonctionnement des monnaies officielles. Et donc, pour comprendre vers quoi pourrait nous emmener Bitcoin, il faut d'abord comprendre dans quoi nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette monnaie fiat? Et en quoi elle est fondamentalement inflationniste? À l'origine, la monnaie, elle est née d'expérimentation spontanée des êtres humains. Elle n'a pas été créée par le politique, par la puissance publique. En revanche, elle a été immédiatement arraisonnée, saisie, instrumentalisée, accaparée par la puissance politique, qui y a vu en fait tout simplement un levier de pouvoir. Prendre le contrôle sur la monnaie pour les dirigeants, les tout premiers dirigeants de l'histoire de l'humanité, c'était un moyen de financer leurs dépenses complémentaires par rapport à l'impôt ou à l'emprunt. Et donc, la monnaie a toujours été un enjeu de pouvoir, si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont convaincus que la monnaie est indissociable du pouvoir politique et du pouvoir de l'État. En fait, ça n'est pas du tout si évident que ça. C'est vraiment important de le comprendre. Sinon, on ne peut pas comprendre la révolution des crypto-monnaies et de Bitcoin. Donc, au fur et à mesure, les États ont instauré des réglementations sur le secteur bancaire, sur l'industrie de la production des pièces, et ils ont obtenu un maximum de pouvoir leur permettant de prendre le contrôle très progressivement de la monnaie. Mais très progressivement. Ça s'est fait sur des millénaires. Et il y a eu une accélération dans les derniers siècles avec la création des banques centrales, puis par l'instauration du cours légal, c'est-à-dire que sur un territoire donné, l'État vous dit c'est telle monnaie et aucune autre. Vous n'avez pas le droit de refuser le paiement, un paiement dans une autre monnaie que celle que j'ai décidée. Et puis, alors en parallèle, il y a quand même l'émergence d'une monnaie mondiale qui s'est imposée au cours des siècles, aboutissant à l'étalon or, qui était une sorte de frein aux velléités des États, parce que les États ne pouvaient pas créer autant de monnaies fondées sur l'or qu'ils le pouvaient. Cet étalon or s'est effondré au début de la Première Guerre mondiale parce qu'il empêchait les États de financer la Première Guerre mondiale. On a essayé de le recréer entre les deux guerres, et puis finalement on n'a pas réussi. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé ce système de Bretton Woods qui reliait le dollar à l'or et toutes les autres monnaies au dollar. Il s'est effondré au début des années 70 parce que les Américains en ont abusé. Ils ont créé trop de dollars que ce que leurs réserves d'or leur permettaient de faire. Et depuis 1971, on est dans le système d'échange flottant et un régime monétaire totalement étonnant. On a des monnaies étatiques qui sont créées sans coût, à partir de rien, ex nihilo, de manière discrétionnaire. Donc les vraies monnaies virtuelles, ce sont les monnaies étatiques. Elles ne reposent sur rien. Elles ne reposent pas sur un métal précieux, sur des objets concrets. On peut les créer en cliquant sur Enter sur un ordinateur. C'est tout. Et Bitcoin est très différent en cela. Et puis, les États conduisent des politiques monétaires, ils utilisent la monnaie, et ils pilotent le rythme de la création monétaire à des fins de politique publique. Relancer la croissance, assurer le plein emploi, etc. C'est variable selon les pays. Mais fondamentalement, les États, en fait, utilisent la monnaie pour se financer. En créant beaucoup de monnaie, même si les banques centrales sont réputées indépendantes, ça leur permet d'avoir des taux d'emprunt plus faibles, et donc ils peuvent s'endetter plus et dépenser plus que ce qu'ils auraient dans un système d'étalon or ou un système de monnaie saine. Donc les monnaies fiat, en fait, sont fondamentalement inflationnistes. Ce système fiat aboutit forcément à créer beaucoup plus de monnaie que ce qu'il y aurait dans un système de type or ou bitcoin. Et la prochaine étape de cette accélération de l'arraisonnement de la monnaie par le politique, ce sont les monnaies numériques de banque centrale. Toutes les banques centrales y réfléchissent, et c'est très compliqué à mettre en œuvre, ça crée des problèmes vis-à-vis des banques, mais c'est de leur intérêt de le faire, parce que ça va renforcer leur pouvoir sur la monnaie, donc je pense qu'elles trouveront un moyen de le faire. Et là, elles n'auront plus de limite à la création monétaire et accessoirement au contrôle sur la vie privée, ce qui pour moi est un danger extrêmement inquiétant d'un point de vue philosophique. Alors,
les inconvénients de la monnaie fiat inflationniste, il y en a énormément, donc je vais devoir aller vraiment très très vite. Ils sont détaillés dans les livres que j'ai cités. Mais il faut les avoir à l'esprit parce que c'est notamment important pour la partie suivante sur l'énergie. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'énergie pour Bitcoin? La réponse à ces questions dépend en partie de l'analyse qu'on fait du système monétaire actuel. Si on estime qu'il est très bien, effectivement, ça ne vaut pas la peine de dépenser la moindre parcelle d'énergie pour Bitcoin. En revanche, si on pense, ce qui est mon avis, que le système monétaire actuel est profondément pourri, corrompu, et qu'il explique une large partie des dévoiements de ce qu'on appelle le capitalisme, à ce moment-là, ça vaut la peine de dépenser de l'énergie pour Bitcoin. Donc c'est pour ça que je fais ce petit détour par la monnaie actuelle. Donc les monnaies, le système de la monnaie fiat permet aux États de financer beaucoup de choses, notamment des guerres inhumaines. Et le XXe siècle est le siècle des guerres les plus inhumaines et des plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Et c'est aussi le siècle de l'emprise quasi totale des États sur la monnaie. Ces dépenses des États permettent une sorte d'étatisation de la société. Donc là, chacun peut estimer, selon sa propre philosophie, que c'est bien ou c'est pas bien. Mais il faut bien être conscient de ça. Ensuite, et ça c'est Hayek qui l'a bien démontré à la suite d'autres penseurs autrichiens, il a eu le prix Nobel pour ça en 1974, les tripatouillages de la masse monétaire par la puissance publique créent ou exacerbent des cycles économiques, des phases de croissance excessive et des phases de crise. C'est pas sain. C'est pas sain du tout. L'augmentation de la masse monétaire par les États est quelque chose d'antisocial. D'abord parce qu'elle spolie les détenteurs de monnaie. Donc Keynes utilisait l'expression euthanasie des riches, mais il n'y a pas que les riches qui sont concernés. Il y a aussi des gens modestes qui ont parfois des petites économies et qui n'ont pas accès au marché financier. Et eux, leurs économies, en fait, sont rayées de la carte quand l'inflation repart. Et ça, dans les pays en développement, on connaît très très bien ce mécanisme. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'effet Cantillon, qui est que l'augmentation de la masse monétaire engendre une redistribution du pouvoir d'achat relatif en faveur des plus riches au détriment des plus pauvres. Parce que les détenteurs d'actifs et les gens qui ont pu s'endetter voient la valeur de leur patrimoine augmenter grâce à l'inflation monétaire et subissent assez peu l'augmentation inéluctable du coût de la vie. Alors que les plus démunis, eux, ils n'ont pas d'appartement, ils n'ont pas d'action. Donc ils ne voient pas la valeur de leur patrimoine augmenter, mais ils subissent l'augmentation du coût de la vie inéluctable qui résulte de l'augmentation de la masse monétaire. Et donc ça alimente une colère des populations, et on le voit bien dans nos sociétés actuelles. Les gilets jaunes, l'élection de leaders populistes, partout dans le monde, ça vient en partie de là, même si on ne le théorise pas de cette manière. Et puis les variations de la masse monétaire par la puissance publique perturbe profondément le système des prix. Or, l'économie de marché, en fait, son système d'information, ce sont les prix. C'est un instrument extrêmement subtil qui fait fonctionner l'économie de marché. Toutes les décisions des agents économiques sont fondées sur les prix. Et si les prix varient de manière imprévisible, arbitraire, aléatoire, en partie à cause des tripatouillages monétaires, en fait, ça perturbe profondément le fonctionnement de l'économie de marché et du capitalisme. Ce n'est pas du tout satisfaisant. Ensuite, le fait de créer beaucoup de monnaie, comme c'est le cas depuis des décennies, ça a un effet culturel et presque civilisationnel. Ça dissuade l'épargne, l'investissement de long terme, et ça encourage la consommation de court terme. La surconsommation, la société de consommation, l'obsolescence programmée, tous ces mots qu'on attribue au capitalisme, alors qu'en fait, ils résultent d'une politique publique. Et donc, c'est ce qu'on appelle en économie la préférence pour le présent, la préférence temporelle. De manière tendancielle, de manière globale, elle va augmenter avec l'augmentation de la masse monétaire. Et les conséquences peuvent se voir dans plein de domaines, y compris en matière culturelle, architecturale, artistique, sanitaire. Donc, c'est un effet un peu inattendu, mais réel. Et puis enfin, ces tripatouillages de la masse monétaire par la puissance publique, est-ce que les électeurs ont voté pour eux? Est-ce qu'ils ont fait l'objet de débats aux élections? En fait, non. Ça échappe totalement aux citoyens. Et c'est pas normal.
D'autant plus que l'inflation monétaire et l'inflation des prix, c'est une sorte d'impôt, puisque ça augmente le pouvoir d'achat de certains acteurs au détriment d'autres en passant par la puissance publique. Et l'impôt, dans une démocratie, est voté par le Parlement. Et le Parlement ne débat jamais de la politique monétaire. Jamais. Donc on a un phénomène massif, antidémocratique, qui est profondément problématique. Donc j'ai résumé tout ça parce que, en fait, Bitcoin, c'est l'inverse de tout ça. Un système mondial Bitcoin serait l'inverse de tout ça. D'abord, c'est une monnaie en devenir. Je l'ai dit, il n'est pas encore une monnaie aujourd'hui. Il en a les caractéristiques objectives d'une monnaie, puisqu'il est homogène, divisible, transportable, résistant non pas seulement aux intempéries, mais aux attaques informatiques, relativement fongible, rare et coûteux à produire, comme j'ai dit tout à l'heure. Il a les caractéristiques objectives pour être utilisé comme une monnaie. Et donc la question, ce n'est pas est-ce qu'il est une monnaie, c'est est-ce qu'il va être utilisé comme une monnaie. Or, il est de plus en plus utilisé comme une monnaie, et il y a de plus en plus de gens qui pensent que de plus en plus de gens l'utiliseront comme une monnaie. Et donc, c'est autoréalisateur. Et appeler ça un Ponzi, en fait, c'est hors sujet. Une pyramide de Ponzi, un schéma de Ponzi, le mécanisme est secret. Avec Bitcoin, tout est public. C'est pas parce qu'il y a une autoréalisation que c'est un Ponzi. Donc, l'adoption se poursuit. Et si elle se poursuit, si elle continue, en fait, ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à la séparation de la monnaie et de l'État. Ce qui est un événement, en fait, comparable à la séparation de l'Église et de l'État en termes politiques et civilisationnels. Quel type d'économie ça ferait fonctionner? Une économie déflationniste, puisqu'il y a un nombre limité de bitcoins. Si la demande pour les bitcoins augmente, eh bien, les prix nominaux des biens et services libellés en bitcoin vont diminuer. Et donc, ce sera une forme de déflation, de baisse des prix. Alors, il y a des débats parmi les économistes pour savoir si c'est une bonne chose ou pas la déflation. Et en général, ce débat est perturbé par le fait qu'on pense à des déflations qui ont eu lieu en conséquence de certaines crises. Les années 30, aux États-Unis, après la crise de 29, etc. Mais ça, ce sont des crises très spécifiques. Là, il s'agirait d'une déflation en fait naturelle, comme celle que je décrivais, qu'on aurait dû voir en conséquence de l'innovation et de la mondialisation. C'est-à-dire un peu ce qu'on voit sur le marché de l'informatique. Les prix diminuent globalement pour une performance donnée. Il suffit de voir les clés USB, ce genre de choses. Les prix diminuent par unité de service. C'est une déflation saine. Les gens ne reportent pas forcément leurs achats. Ça ne paralyse pas l'économie ou le secteur de l'informatique. Donc, les économistes autrichiens pensent que ce type d'inflation est parfaitement acceptable, à condition que l'unité monétaire soit très divisible. C'est le cas du Bitcoin, puisqu'il est divisible en 100 millions d'unités, et c'est un paramètre ajustable de manière consensuelle, si nécessaire, et puis à condition qu'il y ait un ajustement des prix aussi. Et ça, c'est plus problématique, parce qu'il y a beaucoup de prix qui sont flexibles dans l'économie, mais il y en a aussi qui sont rigides pour différentes raisons, des raisons institutionnelles, légales ou psychologiques, notamment les salaires. Les salaires, ce sont des prix. Est-ce que vous imaginez que dans une économie Bitcoin, vous devriez accepter que vos salaires nominaux baissent? Votre pouvoir d'achat ne diminuerait pas, puisque la demande pour le Bitcoin augmenterait et les prix des biens et services diminueraient. Mais votre salaire diminuerait. Et donc, il n'est pas évident qu'en fait, on soit prêt à ça. Et ça peut prendre plusieurs générations, en fait, ce genre de transition. Alors, il y a aussi une question qui revient souvent, c'est dans une économie déflationniste, comment se financeraient les entreprises? Est-ce qu'il y aurait autant de crédits? Eh ben, la réponse, c'est non. Il y aurait beaucoup moins de crédits. Parce que emprunter dans une monnaie qui voit sa valeur augmenter, en fait, c'est problématique. Et en fait, la réponse, c'est qu'il y aurait sans doute moins de crédits à attribuer à des projets fantaisistes ou irréalistes ou fumeux. Les crédits seraient attribués à des projets sérieux et très limités, et il y aurait plus de financement de l'activité économique par les fonds propres, par l'equity. C'était un peu, en fait, ce qu'on a vu au début du capitalisme, finalement, sous le régime de l'État noir. Voilà, donc ça, c'était quelques éléments sur l'inflation. Maintenant, l'énergie. La crise énergétique. Alors,
vous avez vu que pour l'inflation, en fait, c'était un des objectifs de Bitcoin, de répondre à l'inflation. Pour l'énergie, c'est un peu différent. Ce n'était pas son objectif de répondre à la crise énergétique. Bitcoin n'est pas là pour résoudre tous les problèmes de la Terre. Il se trouve simplement qu'il va probablement pouvoir répondre à une partie de la crise énergétique, alors que ça n'était pas sa vocation initiale. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'on appelle crise énergétique, ses causes qui sont multiples. Et en fait, il y a des débats sur tous ces aspects. Donc, je ne vais pas pouvoir les trancher là. Donc, je vais simplement, de manière très résumée, vous proposer une interprétation de ce qu'on appelle la crise énergétique. En gros, bon, il y a des pénuries d'énergie, les prix sont très élevés, l'électricité se stocke et se transporte assez mal, il y a des potentiels de production énergétique dans le monde multiples, immenses, qui ne sont pas exploités. Ça, c'est assez peu connu. Notre économie est trop carbonée, c'est-à-dire qu'on aimerait tous qu'il n'y ait que des énergies renouvelables, des ENR, et qu'il y ait moins de carbone. Mais ces énergies renouvelables, elles ne sont pas toujours facilement rentables. Elles sont intermittentes, elles sont peu pilotables et elles posent des problèmes d'équilibrage des réseaux électriques. Donc, on se retrouve avec une équation difficile à résoudre. Et la réponse un peu instinctive des pouvoirs publics, c'est une réponse un peu autoritaire, finalement, et néo-malthusienne. C'est-à-dire, par la force de la loi, je vais, moi, puissance publique, piloter la consommation d'énergie, la production d'énergie, l'orienter, la subventionner, la rationner. Et en gros, je vais faire passer l'idée que toute consommation d'énergie est suspecte en soi. Et c'est une forme de malthusianisme. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire il y a plein de gisements inexploités, développons des technologies pour les exploiter, en fait, on va plutôt mettre la pression sur la réduction de la consommation. Or, on n'a jamais vu de civilisation prospérer sans augmentation d'utilisation de l'énergie. Donc c'est juste une parenthèse en passant. Alors dans ce contexte, Bitcoin, évidemment, il est très critiqué. On pense qu'il utilise trop d'énergie. C'est vrai qu'on utilise beaucoup, que cette énergie est trop carbonée. Et puis, on se demande, mais pourquoi il ne change pas de méthode de fonctionnement? Pourquoi il ne fait pas comme Ethereum et les autres cryptos qui sont passés en preuve d'enjeu, qui n'utilisent pas d'énergie? Mais le passage en preuve d'enjeu, c'est comme les paramètres du régime d'émission, il n'y a aucune chance pour que ça se fasse. C'est un pilier du système Bitcoin, ça contribue à sa sécurisation, et donc c'est totalement illusoire de penser que Bitcoin passera en preuve d'enjeu. Enfin, à mon avis, je peux me tromper, mais ou en tout cas pas à court et moyen terme. Alors, ce débat est très biaisé si on essaye de planter un peu les ordres de grandeur. La plupart des journalistes, des hommes politiques, des pouvoirs publics, des banquiers, et même récemment le rapport de l'administration Biden sur le minage, utilisent des statistiques et des extrapolations qui sont fausses sur l'utilisation d'énergie par le Bitcoin. Elles viennent toutes d'un huluberlu qui s'appelle Alex de Vries, qui est un employé de la Banque centrale néerlandaise. Un employé de la Banque centrale néerlandaise qui a créé ce site Digiconomist, qui, en fait, n'a aucune crédibilité académique, n'a jamais publié dans des revues académiques, il a publié dans les commentaires de pages Internet de revues académiques, et donc les journalistes se font systématiquement piéger. Il s'est lancé dans une croisade solitaire contre Bitcoin, et donc ces affirmations, ces hypothèses ont été réfutées d'innombrables fois par des spécialistes, parce qu'elles sont excessives, elles sont excessivement conservatrices. Il n'y a aucune nuance, aucune prudence scientifique dans ces travaux, et c'est lui qu'on cite tout le temps. C'est absolument incroyable. Même dans les documents préparatoires des réglementations européennes. C'est absolument choquant. Donc quand vous voyez quelqu'un qui cite Digiconomist, méfiance. Donc il y a plein de sources différentes. C'est très difficile de se faire une idée sur l'utilisation d'énergie, le mix énergétique de Bitcoin. Donc ce qu'il faut, c'est en fait varier les sources. Mais exclure celle-là, elle n'a aucun intérêt. Donc, la consommation d'énergie, en fait, elle est relativement faible, si on est honnête. Et le passage à l'échelle de Bitcoin, qui se fait par le protocole Lightning Network, n'entraîne pas de dépenses énergétiques additionnelles. Ça, c'est quelque chose qui est assez peu souligné. Mais je vais revenir sur le premier point.
Alors, c'est quoi la consommation énergétique du minage du Bitcoin? Donc là, j'utilise les chiffres du Bitcoin Mining Council, qui est en fait un regroupement de mineurs qui représente à peu près 45 ou 50% de la puissance de calcul globale. Et d'après eux, le Bitcoin utilise 0,16% de l'énergie mondiale, ce qui est quand même pas énorme. Alors, si on compare ça par rapport aux consommations des pays, vous avez à gauche le Bitcoin, et puis le monde, la plus grande barre, et puis ensuite, vous voyez la deuxième, la Chine, et ben voilà, Bitcoin est tout petit par rapport à la plupart des grands pays en utilisation d'énergie, d'après eux. Hein. Si on compare par industrie, vous avez encore à gauche le Bitcoin, à peine visible, et puis la plus grande barre, c'est les immeubles de résidence particulière. Ensuite, vous avez les véhicules, les routes pour les véhicules. Ensuite, la troisième barre, c'est les immeubles professionnels. Et voilà. Et à l'extrême droite, vous avez les lumières de vacances, de Noël. 201 TWh, alors que Bitcoin, c'est 266 TWh. Les jeux vidéo, c'est 214, juste en dessous du minage de Bitcoin. Et le minage d'or, c'est 571 TWh, donc 2 fois plus que le système Bitcoin, le minage d'or. Ensuite, les émissions de carbone, d'après ces acteurs, c'est 0,1% des émissions de carbone du monde. Donc ça, c'est lié à la question du mix énergétique du Bitcoin. Le mix énergétique du minage, il est à entre 40 et 60% d'ENR, d'énergie renouvelable. Et le minage rend rentable et favorise l'industrie des énergies renouvelables. Je vais développer ces points. 40%, c'est l'estimation de Cambridge, l'université de Cambridge. Les deux couleurs du bas sont les énergies carbonées, qui représentent à peu près 60% du mix. Toutes les autres sont des ENR. En revanche, donc ça c'est une estimation conservatrice. En revanche, pour le Bitcoin Mining Council, c'est 60%, c'est la deuxième barre à gauche. Et vous avez les barres noires, ce sont les différents pays. Par exemple, en Allemagne, il y a 48% d'ENR dans le mix énergétique. Donc en fait, Bitcoin fait mieux que tous les pays en termes de mix énergétique. Il y a plus d'ENR en proportion dans le système Bitcoin que dans le mix énergétique des différents pays. Et puis la barre de gauche, c'est en fait les mineurs du Bitcoin Mining Council. Eux, c'est 68%. Et là, vous avez des photos de Sébastien Gouspillou, le mineur français qui est connu. Il a des installations de minage dans des coins paumés de l'Afrique, dans la forêt, où il y a des barrages hydroélectriques qui n'ont pas de demande industrielle et qui ne sont donc pas rentables. Et greffer des containers de minage de Bitcoin rend rentable ces unités de production d'énergie renouvelable. Et donc peut inciter à les faire fonctionner et même à investir pour en créer. Et ce mécanisme qu'on commence à comprendre, on le voit dans le monde entier, sur de multiples installations d'énergie renouvelable. Donc, à rebours des idées reçues, le minage du Bitcoin peut contribuer à la transition énergétique en rentabilisant des unités de production d'ENR. C'est exactement l'inverse du discours ambiant. Et puis, il y a des nouvelles pistes, et là je m'appuie sur un rapport très intéressant d'Arcane Research, qui a été publié cet automne, que je vous incite à regarder si ça vous intéresse. Je vais résumer donc 3 idées intéressantes. Comment Bitcoin peut contribuer à équilibrer le réseau électrique, à réduire le torchage de gaz et à faire de la récupération de chaleur. Donc, la question de l'équilibrage du réseau électrique que j'ai évoqué un peu tout à l'heure. Un réseau électrique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à piloter parce que les variations de l'offre et de la demande peuvent être très brusques. Et comme on ne peut pas stocker l'électricité, en fait, il faut adapter les unités de production en temps réel. Mais avec l'augmentation de l'importance des ENR dans la production d'électricité, en fait, cette gestion devient extrêmement difficile parce qu'elles sont très variables, elles sont intermittentes et elles sont peu pilotables. On ne peut pas facilement les déconnecter
On ne sait pas très bien quand elles vont produire, ça dépend en fait du soleil, du vent, c'est pas prévisible, c'est compliqué. Donc on se retrouve avec des réseaux électriques qui sont très fragilisés et ça peut engendrer des catastrophes, des blackouts, des coupures d'électricité massives qui vont pénaliser l'industrie, les hôpitaux, les particuliers. Et on le voit de plus en plus. Et quand on compare Bitcoin sur différents paramètres par rapport à d'autres utilisateurs d'électricité, comme les data centers ou des usines industrielles, eh bien, les mineurs de Bitcoin, eux, ils peuvent arrêter leur utilisation d'électricité très facilement, très vite, pour des coûts limités. Et donc, ils sont bien plus facilement, ils sont très intéressants comme acteurs clés pour gérer le réseau électrique. Et on a des cas assez étonnants où les mineurs passent des contrats avec l'autorité publique pour accepter de déconnecter leurs appareils quand il n'y a pas assez d'électricité sur le réseau. Et ils sont rémunérés pour ça. Ils sont rémunérés pour ça et tout le monde y gagne. Le mineur y gagne parce que finalement, il n'a pas besoin de dépenser l'électricité. Et le réseau électrique y gagne parce que ça lui fait de l'électricité disponible en plus. Il y a un cas très emblématique, c'est celui du Texas. C'est celui qui est allé plus loin, à ma connaissance, dans ce domaine, avec son système ERCOT. Le Texas, il est intéressant parce que, d'abord, il y a une forte proportion d'ENR dans son mix énergétique. Et donc, il y a une production d'électricité qui est très peu pilotable. Ensuite, c'est un réseau électrique qui est complètement isolé du reste du pays. Donc, c'est difficile pour eux d'importer ou d'exporter de l'électricité aux frontières. Et puis ensuite, il y a une extrême volatilité des conditions météorologiques au Texas. Il y a des tempêtes, il y a des sécheresses. Et donc, c'est un peu le cas de figure idéal. Et là-bas, en fait, il y a eu un cas emblématique. En février 2021, il y a eu une tempête extrêmement forte au milieu du mois de février. Pendant une semaine, les prix de l'électricité que vous voyez là en noir ont explosé, ont atteint des niveaux démentiels parce que tout était par terre. Et la ligne bleue que vous voyez en bas, c'est en fait le revenu des mineurs par mégawattheure. Et les barres noires, c'est les prix d'achat de l'électricité par mégawattheure. Donc vous voyez que pendant cette phase clé au milieu du mois de février, les mineurs, en fait, n'avaient pas du tout intérêt à continuer à acheter de l'électricité parce que leur revenu par mégawattheure était bien plus faible que le prix. Et donc, pratiquement tous se sont déconnectés à ce moment-là. Et grâce à ce système contractualisé, ils ont touché une rémunération des autorités publiques, ce qui a en fait diminué la pression sur la consommation d'électricité et rendu de l'électricité disponible au reste du réseau. Et ça, c'est un mécanisme absolument frappant qui peut être reproduit partout, dans beaucoup d'endroits en fait. Deuxième exemple, le torchage de gaz. Vous devez savoir que sur les sites de production de pétrole, il y a du gaz qui s'échappe qu'on ne peut pas éviter en fait. Et ce sont des très grandes quantités. Ça représente 100 millions, ça représente les émissions de gaz à effet de serre de 100 millions de voitures chaque année. La réglementation oblige à le brûler parce que c'est moins polluant si on brûle que si on le laisse dans l'atmosphère. Mais en le brûlant, on dégage quand même du dioxyde de carbone. Et les mineurs, depuis peu, en fait, se positionnent sur ces unités de production de pétrole, installent un générateur d'électricité en brûlant ce gaz, mais la manière dont ils le brûlent de manière encadrée et maîtrisée est beaucoup moins génératrice de CO2. Ils minent du Bitcoin et donc ils rentabilisent quelque chose qui était inutilisé et qui était polluant. Et ça se développe et ça donne ce genre de choses. Vous avez donc à gauche la sortie de gaz, au milieu le générateur, à droite le conteneur avec des ordinateurs qui minent. Et il y a des grandes compagnies pétrolières qui s'y mettent. Exxon l'a annoncé au début de l'année et récemment Shell. Alors certains disent, notamment parmi les écologistes, oui mais ça résout rien, ça ne fait que donner plus de revenus aux compagnies pétrolières. Mais en fait, la réalité c'est que c'est le meilleur moyen de réduction des gaz à effet de serre qu'on ait trouvé par rapport à d'autres ENR comme le solaire ou le vent. D'après Arcane Research, pour $1000 d'investissement dans cette technologie, on réduit infiniment plus les émissions de gaz à effet de serre que le solaire ou le vent.
C'est quand même assez frappant comme constat. Dernier sujet, la récupération de chaleur. Le minage de Bitcoin engendre énormément de chaleur puisque ce sont des ordinateurs qui tournent le plus vite possible pour faire le plus grand nombre d'opérations cryptographiques à la seconde, qui dégagent énormément de chaleur. C'est une chaleur qui est perdue. Et il faut même refroidir ce système, donc on dépense de l'énergie. Donc effectivement, ce n'est pas très satisfaisant. Et de plus en plus, il y a des techniques qui permettent de valoriser cette chaleur. Par exemple, à Vancouver, il y a un mineur qui a un contrat avec la municipalité pour chauffer pendant 12 ans 100 bâtiments avec 7000 appartements. Vous imaginez le gain d'efficience que ça représente? Et puis, ça se voit aussi dans les pays froids. En Norvège, on utilise cette chaleur pour chauffer des serres pour améliorer certaines productions agricoles. Autre exemple. Et il y a de plus en plus d'exemples dans le monde sur ce sujet. Donc, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas pu tout décrire, mais vous voyez que l'inflation, donc c'était une des priorités principales de Bitcoin. C'est un sujet d'actualité. Même si le prix est bas, l'inflation, elle est quand même très importante. Les banques centrales ont augmenté leur taux d'intérêt pour essayer de limiter l'inflation, mais elles vont probablement pas pouvoir garder ces taux. Enfin, elles vont probablement pas pouvoir continuer à les augmenter très longtemps parce qu'elles vont déclencher des cataclysmes dans l'économie. Si l'inflation repart, vous pouvez être certain que le cours du Bitcoin va repartir aussi. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je pense que le prix actuel peut encore baisser, parce que c'est tellement le chaos sur le marché. Et puis sur l'énergie, donc c'était pas l'objectif principal de Bitcoin, mais vous avez vu quand même qu'on est en train d'inventer des choses absolument bluffantes qui vont contribuer à résoudre certains problèmes de notre système énergétique mondial, même si c'est encore largement incompris. Pendant encore des années, on va avoir ce discours ambiant sur le fait que Bitcoin est un ennemi pour l'environnement. Pendant des années, ça va continuer. Et puis ensuite, dans 10 ans, ce discours aura totalement disparu parce que ce que j'ai décrit là, ce sera développé et deviendra une évidence pour le monde entier. Et en fait, l'innovation va très très vite dans ce domaine-là. Et donc, c'est un des points positifs. Ça va être intéressant de voir comment ça continue à se développer. Je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention. Oui, donc question intéressante qui engendre beaucoup de réflexions théoriques, académiques. Qu'est-ce qui va se passer quand on n'émettra plus de Bitcoin pour rémunérer les mineurs? Il y a un pari, c'est que les frais de transaction qui continueront à être payés par les gens qui envoient des transferts auront atteint des niveaux suffisants pour incentiver des mineurs consacrant une forte dépense d'énergie. C'est un pari. Et donc, en gros, le prix du Bitcoin tendanciel, actuel, incorpore une réponse en fait, à ce pari. Il y a un consensus des gens qui pensent que ce système sera viable de cette manière. Si, en revanche, on se rend compte que ça ne va pas marcher, à ce moment-là, tout le système Bitcoin s'effondre. Oui, il y a des calculs, d'autant plus que, en fait, avec l'augmentation de la solution de passage à l'échelle du Bitcoin, qui est le Lightning Network, qui est un protocole additionnel qui permet de faire des transactions en dehors de la blockchain Bitcoin, le scénario de base, c'est que sur la blockchain Bitcoin, on ne fera que les grosses transactions de très gros montants. On n'achètera pas son café en payant en Bitcoin sur la blockchain. On pourra l'acheter en payant en Bitcoin, mais off-chain, sur ce qu'on appelle la surcouche, parce que là, le régime des frais de transaction est différent. Il rend rationnel des petites dépenses, alors que sur le réseau on-chain, les frais de transaction sont calculés différemment et donc ils sont acceptables seulement pour des gros montants. Et donc, si on imagine que la blockchain Bitcoin devient une sorte de réseau interbancaire mondial et qu'il n'y a que des dépenses qui se chiffrent en dizaines ou en centaines de millions de dollars, eh bien, les frais de transaction seront très très élevés par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc on peut penser qu'ils seront suffisants. Donc il y a des calculs qui établissent différents scénarios là-dessus. Oui. Est-ce que Bitcoin peut être détrôné par une autre crypto? Oui, absolument, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, c'est le rêve de toutes les autres cryptos.
même si elles ne le disent pas forcément comme ça, si leurs créateurs disent mais non, nous, on ne veut pas être une monnaie, on veut être une plateforme de smart contract et tout. En fait, de facto, elles sont toutes en concurrence les unes par rapport aux autres pour détrôner Bitcoin. Peut-être qu'un jour, une autre fera mieux que lui, inspirera davantage confiance, et puis peut-être que lui s'effondrera pour une raison technique ou juridique ou autre. Simplement, chaque jour qui passe rend ce scénario plus improbable. Chaque jour qui passe augmente la probabilité pour que Bitcoin survive et reste le plus fort. Parce qu'il aura accumulé de la confiance dans le temps. Or, c'est la confiance qui est clé dans ce domaine-là. Confiance dans la robustesse technique du réseau qui est attaqué jour et nuit. Et donc, le réseau, celui qui inspire le plus confiance, c'est celui qui a été le plus attaqué. Et donc, il y a un avantage au premier entrant dans ce domaine-là. Contrairement à l'industrie d'Internet habituelle, où on a vu des géants de l'Internet s'effondrer, remplacés par d'autres. Il n'y avait pas d'avantage au premier entrant, mais là, on est dans un paradigme très différent qui fait appel à la sécurité informatique et à la monnaie. Deux secteurs où la confiance s'accumule avec le temps. Quelle cohabitation entre Bitcoin et les autres cryptos et les monnaies fiat? Là, il y a plein de scénarios envisageables. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que Bitcoin ne pourra jamais devenir une monnaie mondiale, qui va coexister avec d'autres cryptos dont l'utilité sera réelle et très différente, notamment pour faire fonctionner des plateformes de smart contracts, coexistera avec les monnaies fiat aussi, ce qui n'empêcherait pas, lui, Bitcoin, de prendre beaucoup plus d'ampleur. Mais je pense qu'il y a quand même un scénario où Bitcoin rafle la mise et devient la monnaie mondiale. Simplement, là, on est dans la science-fiction complète. C'est pas pour demain, ça peut prendre 50 ans. Tout à fait possible. Donc, à chacun de se faire sa propre idée. Oui, alors, moi, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a un Français qui a fait une étude là-dessus, qui s'appelle Michel Kawasaka. Il a essayé de quantifier l'utilisation d'énergie par le système financier traditionnel. Industrie du paiement, banque centrale, etc. Et c'est très compliqué à calculer parce que ces acteurs se gardent bien de dévoiler des infos là-dessus. Donc, il faut prendre plein d'hypothèses et faire en gros des scénarios différents. Et lui, sa conclusion, c'est que le Bitcoin est ridicule par rapport à l'utilisation d'énergie du système bancaire et financier mondial. Et il ne prend pas en compte les effets indirects du système fiat. Si vous prenez des effets comme ceux que j'ai cités, comme les guerres, si vous acceptez l'idée qu'il y a beaucoup plus de guerres grâce au système fiat que si on était dans un régime où la puissance publique ne peut pas créer autant de monnaie qu'elle veut. En fait, les guerres, c'est le niveau maximum de la destruction et de la pollution. Et il faudrait prendre ça en compte aussi dans le bilan énergétique du système fiat, si on voulait faire une comparaison complète. Si on ne peut pas faire les smart contracts dont on a envie sur le réseau blockchain, le réseau Bitcoin, on peut effectivement imaginer que ces plateformes vont subsister, que leurs cryptos subsisteront. Et qu'il y aura donc un équilibre à trouver entre Bitcoin et quelques autres cryptos. Mais c'est très difficile de savoir dans quelle proportion. Enfin là, vraiment, toutes les suppositions sont possibles. En revanche, il y a un autre scénario qui est que progressivement, on va pouvoir faire sur Bitcoin des smart contracts de plus en plus sophistiqués. C'est très embryonnaire parce que ça n'était pas la priorité. La priorité, c'était la sécurité et surtout pas la sophistication. Parce que la sophistication ajoute des vulnérabilités techniques, des risques. Mais il y a des progrès. Il y a RSK, RGB, ce sont des protocoles en construction. Et à ce moment-là, si ça se développe, ça va devenir très difficile pour les autres plateformes de smart contracts. Leur utilité va devenir de plus en plus relative. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de plus en plus d'États détiennent des bitcoins, pas forcément parce qu'ils en ont acheté, mais parce qu'ils ont fait des saisies judiciaires. Et donc, ils commencent à en posséder 1%. Du côté des États-Unis, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'ils se mettent à en acquérir. Donc au passage, ils vont faire augmenter le prix.
s'ils en acquièrent. Donc moi, je serais très content. Et ensuite, même s'ils en ont beaucoup, ça leur donne aucun pouvoir sur le protocole. Aucun pouvoir sur le protocole. Le protocole ne dépend pas de la détention de Bitcoin. Ils ne pourront pas décider de créer plus de Bitcoin que ce qui est prévu. En revanche, ils auront un pouvoir de déstabilisation du marché s'ils se mettent à acheter et vendre de manière brusque, coordonnée entre eux. Voilà. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Quel gain politique pour eux? C'est pas du tout évident. En fait, l'autre scénario, c'est plutôt que de plus en plus d'États accumulent du Bitcoin au même titre que les banques centrales ont de l'or aujourd'hui dans leurs réserves. C'est-à-dire que l'or ne sert à rien dans le système monétaire actuel. Et pourtant, nos dirigeants sentent bien que notre système est plus fragile que ce qu'ils veulent bien avouer et qu'il n'est pas totalement imprudent d'avoir un peu d'or dans les stocks des banques centrales. Et je pense que progressivement, ils feront le même raisonnement avec le Bitcoin. Exactement. Les États ont peu d'intérêt à passer au Bitcoin comme monnaie légale aujourd'hui, parce que la monnaie fiat leur donne un immense pouvoir. Toutes nos structures socio-politico-économiques aujourd'hui reposent sur la monnaie fiat. Notre État-providence, le fait qu'il soit aussi endetté, repose sur la monnaie fiat. Donc nos États développés ont peu d'intérêt à passer au Bitcoin. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que d'autres États qui sont dans des situations différentes vont passer au Bitcoin en premier, et c'est ce qui se passe. 2 des pays les plus pauvres du monde à adopter le Bitcoin parce qu'eux, ils n'ont rien à perdre. Et le Salvador, sa monnaie officielle, c'était le dollar américain. Il était donc dépendant de la politique monétaire américaine. Et donc lui, il trouve un avantage certain à essayer de trouver une autre monnaie. Dans le cas de la Centrafrique, c'est plus compliqué. Mais un scénario où des États développés comme les nôtres passent au Bitcoin, c'est plutôt une situation où ils n'ont plus le choix. Ils ne le font pas de gaieté de cœur. Ils le font parce que le réel s'impose à eux. La réalité s'impose à eux. Ça, c'est difficile à imaginer. Pourtant, quand on fait de l'histoire économique, c'est ce qui se passe tout le temps, pendant des siècles. Les États prétendent organiser les choses, et puis finalement, le réel s'impose à eux. L'hyperinflation, la dépréciation de la monnaie, la concurrence des monnaies étrangères, voilà, et les phénomènes de fuite devant la monnaie, de bank run, tout ça, ça existe. Et donc, on peut très bien imaginer que des États un petit peu plus futés que les autres, même parmi nos États développés, ne vont pas forcément attendre ces scénarios et commencer à adopter le Bitcoin peut-être progressivement. Et puis ceux qui l'adopteront à la fin parce qu'ils n'auront plus le choix, ce sera sans doute dans des circonstances assez chaotiques. Oui, il y a des États qui interdisent le minage. Et il y a toute une partie du minage chinois qui a fui vers les États-Unis, d'ailleurs, l'année dernière. Et alors, c'est une industrie qui est très mobile. Donc, elle peut se repositionner facilement. Et il y a très peu de chances pour que 100% des États interdisent le minage. Très, très peu de chances. On n'a jamais vu 100% des États se mettre d'accord sur aucun sujet. Donc, pourquoi celui-là ? Et puis, à la limite, même s'il le faisait, le minage illégal pourrait probablement continuer, notamment avec de la corruption impliquant des responsables politiques. C'est quand même très généralisé. Donc, c'est pas tellement un souci de mon point de vue. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que s'il y avait beaucoup d'interdictions, et ça peut arriver, hein, on n'est pas passé loin d'une interdiction indirecte dans la réglementation européenne récemment. Si ça arrivait, et que, par exemple, ça entraînait une chute du prix du Bitcoin, ça ferait faire faillite à beaucoup de mineurs. Et donc, la puissance de calcul diminuerait, et donc la sécurité du dispositif diminuerait. Ça serait problématique. Mais grâce au dispositif que je vous ai décrit tout à l'heure, l'ajustement de la difficulté, eh bien, cette difficulté diminuerait automatiquement en 2 semaines et recréerait une situation rentable pour des mineurs pour revenir sur ce marché. Donc, c'est un système d'une extrême robustesse. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe toujours, alors qu'il est attaqué jour et nuit depuis 13 ans. Pas seulement techniquement, mais aussi médiatiquement, culturellement, intellectuellement, politiquement. Le 21 millions, en fait,
y a des gens qui pensent que c'est symbolique, mais quand on regarde les travaux de Nakamoto, il avait envisagé une autre quantité au début, et il n'a jamais vraiment expliqué. J'ai l'impression que c'est plutôt arbitraire et qu'il a trouvé une règle qui donne des ordres de grandeur faciles à identifier mentalement. 21 millions, c'est surtout le résultat de l'idée qu'on divise par 2 tous les 4 ans en commençant à 50. C'est ça les trois ordres de grandeur clés. 21 millions, c'est la conséquence de ça. Est-ce qu'il y aura assez de Bitcoin dans une économie mondiale fonctionnant en Bitcoin? Oui, parce qu'il est très divisible. Il est divisible en 100 millions d'unités. C'est un paramètre ajustable de manière consensuelle. Donc, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas tellement un souci. En fait, ça dépend de votre accès à des énergies peu chères. Donc, en France, c'est terminé, parce qu'on peut produire de l'énergie pas chère grâce au nucléaire, mais les impôts sont élevés. Mais en revanche, il y a plein d'endroits dans le monde où c'est rationnel de miner, parce qu'il y a des sources d'énergie pas chères du tout. Et il faut aller les trouver. C'est le métier des mineurs. Donc vous pouvez miner vous-même ou, en tant que particulier, détenir des actions dans des entreprises de minage qui font ça. Donc le choix, c'est ça, ou acheter des bitcoins directement. C'est comment acquérir des bitcoins. Et là, c'est pas le même niveau de risque, pas le même niveau d'échéance temporelle. Et voilà. Ça, c'est dans le protocole. Tous les 210 000 blocs, la difficulté s'ajuste automatiquement. Et donc, ce paramètre-là, il est dans le logiciel que possèdent tous les gens qui ont un ordinateur avec la blockchain et qui, donc, tiennent à jour la blockchain toutes les 10 minutes. Ça peut être vous et moi. Ce ne sont pas les mineurs, ce sont les gens qui ont le registre et le logiciel. Et donc, dans ce logiciel, il y a ce paramètre. Et ces gens n'incluent des blocs avec des transactions que si ces transactions, que si le minage a respecté cette norme, en fait, que si le minage a respecté le niveau de difficulté qui est posé. Si un mineur essaye d'imposer des transactions dans la blockchain sans avoir respecté la difficulté prévue, eh bien, tous les nœuds, ces ordinateurs qui ont le registre et le logiciel, rejettent cette transaction automatiquement. Donc pourquoi 2 semaines? Là aussi, je pense que Nakamoto a raisonné de manière un peu intuitive. Il s'est dit, il ne faut pas que ça soit trop rapide, il ne faut pas que ça soit trop long. Je pense qu'il a privilégié plutôt le bon sens. Il a dû imaginer plusieurs scénarios différents, il est arrivé là-dessus. C'est un paramètre modifiable et qui est moins sensible que les autres, le cap d'émission, mais qui est quand même très fondamental. Donc, je ne sais pas s'il a de grandes chances d'être modifié un jour. Alors, donc la question, c'est est-ce qu'en cas de bitcoinisation, les problèmes qu'on a avec l'euro ne se reproduiraient pas sur le bitcoin? Ça dépend un peu de comment vous interprétez les problèmes qu'on a avec l'euro. L'euro, il est produit et géré par une entité centrale, enfin par l'intermédiaire des banques commerciales qui attribuent des crédits. Hein, c'est comme ça que la monnaie est créée, mais par un pilotage de la banque centrale. Un pilotage discrétionnaire, imprévisible. Il n'y a pas du tout ça avec Bitcoin. Donc, il y aurait peut-être des sujets, des problèmes dans une économie de Bitcoin, mais j'ai du mal à imaginer que ça puisse être les mêmes que ceux qu'on a avec une monnaie fiat pilotée de manière centralisée. Vous voyez ? Merci.